Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler cybersécurité. Et on va mettre en avant deux mondes un petit peu différents, côté opérationnel, côté académique. Je suis donc Laetitia Constantin, développeuse IA et web chez Explorer, et je suis accompagnée de Rémi Dion, VP et cofondateur. Aujourd'hui, comme à chaque fois, on parle de la place de l'IA dans la société, en entreprise. Je suis vraiment excité de vous avoir, Jonathan, Andréane. J'aimerais savoir, parlez-nous de qui vous êtes, quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené dans votre industrie, respectivement, Jonathan? Je suis fondateur d'une start-up en cybersécurité qui s'appelle Centrify. On a créé cette start-up-là suite à une recherche que j'ai faite durant mon doctorat et ensuite de ça, durant mon post-doctorat à Concordia. Mon parcours, j'ai débuté comme ingénieur électrique. Ensuite de ça, je suis devenu développeur logiciel. Je me suis spécialisé par la suite en cybersécurité. J'ai travaillé longtemps dans l'industrie, 18-19 ans dans l'industrie. Puis ensuite de ça, j'ai décidé de me lancer en recherche et en entrepreneuriat scientifique. Et toi, Andréane? Moi, je suis directrice de la recherche chez GoSecure. C'est une entreprise de cybersécurité, mais qui ont un laboratoire de recherche là, pour faire de la recherche fondamentale. Je suis aussi professeure associée à l'Université de Montréal au département de criminologie parce qu'en fait, mon background n'est pas en cybersécurité. Je me suis retrouvée là... on va dire par hasard, mais un très heureux hasard, parce que mon parcours, ça a été de faire mon bac en psychologie, puis après ça, psychologie criminelle, puis après ça, je me suis rendue au doctorat en criminologie, durant lequel je me suis spécialisée dans le comportement des attaquants en ligne. Donc là, la cybersécurité, dans le fond, je me retrouve dans ce domaine-là, puis ce qui m'intéresse, c'est vraiment le comportement des pirates informatiques, mais aussi de tout ce qui englobe là, la sécurité, puis nos habitudes, puis victimisation, tout ça, là, tout ce qui entoure ça. Je dois avouer, quand vous êtes présenté, j'ai tout de suite adoré. J'ai reconnu aussi beaucoup de profils qu'on a chez nous, chez Explorer, qui sont, je dirais, atypiques ou non linéaires. On part de génie électrique, on est allé dans le logiciel donc pour finir en cybersécurité. On touche à la criminologie pour finalement se retrouver à trouver le comportement de cybercriminels. Moi, j'ai très hâte de vous entendre. Puis, pour démarrer la discussion, je serais curieux de savoir, dans vos vies en ce moment professionnelles, c'est quoi les actualités du moment? Donc, quelle est la nouvelle qui va influencer votre année? À Vegas, à tous les ans, il y a un gros événement de cybersécurité qui se passe. Ça s'appelle DEF CON. Cette année, en fait, à toutes les années, il y a une espèce de gala qui remet des prix. Puis, ils ont remis un prix cette année étant le biggest fail de l'année. Okay? Et la personne qui l'a reçu est allée le chercher en personne et ça a été remis au président de CrowdStrike. Puis, pour ceux qui n'ont pas entendu cette nouvelle-là aussi, c'est le blue screen of death. Là, toutes les industries qui avaient été paralysées, les banques, les aéroports, tout était paralysé parce que il y a quelqu'un qui a fait une mise à jour. En fait, cette compagnie-là a fait une mise à jour de juste la sécurité de tout ça. Et il y avait un code erroné. Et fait que c'est pas une attaque informatique, c'est pas une catastrophe naturelle, c'est vraiment une erreur humaine de code qui s'est passée. Et ça a paralysé tout le monde et tout ça. Mais que le fondateur, pas que le fondateur, parce que je pense que c'était le CEO, si je me trompe pas, va chercher ce prix-là en personne, moi, ça m'a rendu de bonne humeur parce que je me dis, tu sais, il prend ses responsabilités totalement au courant de l'erreur et on sait que dans ce temps-là, ces gens-là vont le prendre au sérieux puis travailler à ce que ça l'arrive. C'est ça, c'est une bonne chose. Ouais. Preuve d'humilité, mais de se dire, c'est arrivé, ça réarrivera pas. Not under my watch. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment positif comme nouvelle. J'aime bien les nouvelles positives. Puis aussi, ça nous rappelle à quel point on dépend de l'informatique et donc de la cybersécurité parce que peu importe que ce soit une erreur humaine ou justement une catastrophe naturelle ou une coupure de courant qui fait qu'on n'est plus protégé ou que nos choses marchent plus, ça nous rappelle à quel point on est dépendant. Je trouve ça très intéressant comme cas. Il y a eu beaucoup de confusion au début parce que c'est une compagnie de cybersécurité qui a créé un incident. Et là, les gens pensaient que c'était peut-être une attaque. Mais c'était pas une attaque, comme tu as mentionné. C'est un défaut dans le logiciel qui a été livré, mais c'est un outil de cybersécurité. Donc, ça a causé un problème d'interopérabilité avec la plateforme Windows. Et la plateforme Windows, ça a un footprint incroyable aujourd'hui. Connaissez-vous des gens qui n'ont pas utilisé Windows? Ou des entreprises qui n'utilisent pas Windows. Donc, l'impact de ça était global, finalement. Et ça démontre que les pratiques en génie logiciel peuvent avoir un impact aussi en cybersécurité. C'est deux disciplines qui intersectent. Donc, la qualité d'un logiciel peut causer
un incident de cybersécurité si les systèmes deviennent indisponibles. Et si un système est indisponible, puis c'est un système, par exemple, comme un système critique dans un hôpital, mais ça peut avoir un impact sur la vie des gens. Donc ouais, un cas très intéressant à suivre encore. Et donc là, la cybersécurité et génie logiciel, c'est deux domaines qui sont différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cybersécurité exactement, ça consiste en quoi? C'est très large comme nom. L'intersection entre génie logiciel puis cybersécurité, c'est au niveau de la qualité des logiciels. On veut des logiciels qui sont performants, qui sont disponibles. La disponibilité, c'est aussi un des enjeux en cybersécurité. Donc, on veut protéger les systèmes pour qu'ils demeurent disponibles, surtout si c'est des systèmes critiques. Donc, au niveau des caractéristiques de qualité qu'on recherche, la sécurité, c'est quelque chose qui doit faire partie des pratiques de qualité en génie logiciel et ça vient toucher la cybersécurité. Donc, c'est là que les deux mondes se connectent. Puis la cybersécurité, ça concerne absolument tout ce qui a rapport avec l'informatique. Technologie de l'information, on va mettre ça comme ça. Là. Les aspects sont comme infinis. Là. Fait que c'est comment est-ce qu'on protège notre bidule physique, comment est-ce qu'on protège tout ce qui est en ligne, comment ça concerne nos comportements, ça concerne nos outils, ça concerne tout ça. L'objectif de la cybersécurité, c'est protéger les données, les gens, les secrets, les informations en général. C'est vraiment protéger. Et puis protéger de qui? Normalement, des acteurs malicieux, là, mais après ça, là, c'est rendu qu'on se protège des horreurs de code, mais c'est se protéger pour qu'on puisse continuer que tout roule comme prévu, finalement. Donc, si on parle d'être en sécurité dans le monde digital, est-ce qu'on parle pas aussi de bonnes pratiques logicielles? Elle est où la frontière? C'est-à-dire que les pratiques logicielles vont avoir un impact sur la possibilité de créer un préjudice aux gens qui utilisent le logiciel, finalement. Donc, ultimement, je pense qu'en cybersécurité, autant en cybersécurité qu'en génie logiciel, ce qu'on veut, c'est éviter à tout prix que les gens subissent des préjudices. Les entreprises subissent des préjudices et les gens. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter les préjudices? C'est vraiment ça, je dirais, le focus ou l'objectif ultime dans les deux cas. Concrètement, la cybersécurité, ça se voit où dans la vie de tous les jours? Quand vous faites des transactions bancaires, quand vous partagez avec des gens de l'information, vous avez des conversations personnelles, peut-être par SMS, vous avez peut-être des conversations personnelles par vidéoconférence. Ça peut interagir aussi avec le monde physique maintenant parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui automatisent, par exemple, un robot dans une usine. Si ce système-là est pas bien isolé, justement, de l'Internet ou pas bien sécurisé, quelqu'un pourrait, en théorie, prendre le contrôle de ce robot-là et causer préjudice physique. Ou, s'il y a une erreur qui est injectée, ça peut avoir le même genre d'effet. Donc là, on traverse même le monde numérique, on rentre dans le monde physique. Donc, on peut physiquement blesser quelqu'un, finalement, avec un incident de cybersécurité dans certains cas. Oui, ou comme tu le disais tantôt, quand c'est une infrastructure essentielle, comme dans un hôpital, par exemple, ou dans un transport, ou l'eau, ou l'électricité, tout ça. À l'échelle macro, là, ça peut avoir une portée énorme. Ça peut vraiment, oui, effectivement, ouais. Puis ça fait que ça impacte notre vie à ce niveau-là, mais ça impacte la vie de monsieur, madame, tout le monde à tous les jours dans l'application qu'on choisit de télécharger. On commence à en entendre beaucoup parler quand même, là, on fait attention à cette application-là, ça appartient à telle personne qui fait pas nécessairement attention à vos données ou qui est reconnu pour espionnage ou des choses comme ça. T'sais. Donc là, garder nos informations pour nous secrètes, ça devient de plus en plus difficile. Difficile, moi j'aurais dit même impossible aujourd'hui. Dès qu'on a un téléphone et qu'on est connecté à Internet, c'est terminé. Petit à petit, je trouve ça difficile de se dire on veut garder une vie privée, mais en fait, elle est où la limite de ce qu'on tolère dans la vie privée aujourd'hui? Très bonne question. Très bonne question, oui. Vous, votre travail, votre quotidien, où est-ce que ça se situe par rapport à ça, cet énorme panel de ce qu'est la cybersécurité? Moi, je suis du côté beaucoup plus des entreprises. Donc, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire
pour mieux se protéger, finalement. Donc, il y a plein de choses à faire en entreprise pour bien protéger, justement, ce qui a de la valeur pour l'entreprise et ce qui a de la valeur aussi pour les clients de cette entreprise-là. Justement, comment on fait pour éviter les préjudices à l'entreprise et aussi aux clients de l'entreprise. Et l'IA peut nous permettre, justement, d'atteindre certains de ces objectifs-là, parfois plus rapidement, plus précisément, ou de réduire l'effort nécessaire pour aussi atteindre ces objectifs-là. Donc, il y a plein de gens qui travaillent dans les départements et nous, avec l'IA, ce qu'on veut faire, c'est justement les supporter, les aider justement pour qu'ils puissent accomplir plus de façon plus précise et aussi mieux protéger l'entreprise et les clients de l'entreprise. De mon côté, je suis moins dans le côté opérationnel, plus dans le côté recherche. Fait que tout va s'inscrire autour de la connaissance. Fait que là, on veut comprendre les phénomènes, mieux comprendre les attaquants pour se protéger mieux après des attaquants puis des pirates informatiques en général. Donc, mon quotidien, c'est vraiment juste le choix de mes recherches. C'est sûr que je vais être sensible à les entreprises, c'est quoi leurs préoccupations, puis c'est quoi la nouvelle menace. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on oriente un petit peu, sauf que de la recherche fondamentale, comme je fais, ça prend du temps. Fait que c'est pas à toutes les semaines, on change de sujet, puis on a exploité, puis c'est fini. Là. Fait que c'est des longs projets de recherche. Mais c'est super important parce que, justement, pour bien comprendre comment on doit protéger les entreprises, il faut connaître comment les criminels, en fait, les cybercriminels, qui pourraient avoir comme objectif de causer préjudice justement à l'entreprise ou aux clients de l'entreprise, on doit connaître un peu c'est quoi leurs objectifs, leur comportement, leur stratégie, leur profil. Ça, c'est de l'information très pertinente justement pour mettre en place les bonnes protections finalement, les bons mécanismes de protection. Qu'est-ce qui se passe de nos réfrigérateurs connectés, mettons? Est-ce que ça rentre aussi dans la dimension cybersécurité? En IA, c'est plus ça ce dont on me parle, je vous avoue. Ça dépend ce qu'il y a dans ton réfrigérateur. Ma réponse préférée, ça dépend. Ce qu'il y a dans ton réfrigérateur, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que il faut penser à l'impact. C'est quoi l'impact si, par exemple, un cybercriminel réussit à découvrir ce que tu as dans ton réfrigérateur, par exemple, en se connectant sur ton réfrigérateur? C'est peut-être moins important que, par exemple, un appareil médical qui est connecté sur un réseau, sur Internet, par exemple. Mais avec les objets connectés, ça ouvre beaucoup de portes parce que c'est un système très, très complexe. Il n'y a pas encore beaucoup de sécurité qui se retrouve, on dit par design, donc au moment où on développe ces produits-là, la sécurité n'a pas nécessairement encore bien fait son chemin. Donc, on se retrouve avec beaucoup plus de portes d'entrée, finalement, à un réseau parce qu'il y a plus d'appareils qui sont connectés et plus d'appareils qui sont plus ou moins bien sécurisés, disons. Un potentiel de plus de vulnérabilité. Exact. Mais aussi, il faut soudainement, en tant que hacker, il faut que tu regardes plein de petites portes partout, fait que ça rend la job plus difficile aussi pour ces agents-là. Ou, oui, parfois, tu as seulement besoin d'une porte. Ouais. Donc, ça ouvre beaucoup de possibilités. Puis, ce que je disais tantôt par rapport aux vulnérabilités, justement, ces portes-là qui sont ouvertes, un des défis, c'est de prioriser, justement, quelle porte on doit fermer ou solutionner en premier. Donc, l'IA peut nous aider avec d'autres données qui amènent beaucoup plus de contexte à nous orienter, justement, à dire, OK, mais finalement, c'est 10 portes-là qu'il faut absolument fermer parce que la probabilité qu'on ait une intrusion avec ces portes-là est beaucoup plus élevée qu'avec les autres vulnérabilités qu'on a découvertes, par exemple. Ah, puis ça, c'est les fameux gentils hackers là, qui nous disent « Hey, moi, j'ai utilisé ça pour me rendre là, fait que voici les signaux qui sont connectés », c'est ça? Ça, c'est une source de données qu'on peut utiliser. On peut utiliser aussi l'intelligence... Threat Intelligence, donc l'intelligence qu'on a sur les menaces. Est-ce qu'il y a des campagnes en cours de hackers qui exploitent cette vulnérabilité-là qu'on vient de découvrir? C'est quoi une campagne? Une campagne, c'est un peu... les hackers voient une opportunité, ils se regroupent, puis il y a un plus grand bassin de hackers qui exploitent cette vulnérabilité-là
au moment, par exemple, où on se parle. Mais vous deux, là, vous êtes clairement là à écouter ce que eux écoutent. Je veux dire, vous êtes là pour dire, ah, on vient de découvrir ça, donc pourquoi est-ce qu'on patche pas tout de suite? C'est quoi le problème? Un peu pour revenir à la priorisation tantôt, imagine, je sais pas moi, des 50 000 vulnérabilités. Chaque vulnérabilité doit être patchée, disons. Donc, il y a un effort qui doit être fait du côté de l'équipe TI, par exemple. Donc, il y a des gens qui doivent s'en occuper. Donc, on peut pas faire les 50 000 en même temps. Mais c'est là que l'IA est vraiment utile. Ouais. Prioriser les vulnérabilités à patcher parce qu'on en a trop, puis il n'y a pas assez de gens pour le faire. Exact. Ouais. Et là, on parle de l'IA côté positif que ça peut amener dans priorité. J'arriverai pas à dire le mot. Prioriser. Prioriser. Tout ce qui est faille, tout ce qui est vulnérabilité. Ça, c'est pour le bien de tout le monde. Mais les hackers, qui sont pas forcément très sympas, ils l'exploitent aussi certainement. Comment est-ce qu'ils l'exploitent? Pour eux, j'imagine, aller plus vite aussi. Comment l'IA, elle est négative? Il y a du côté sombre, finalement. Ouais. Le côté de la lumière, là, vous êtes les Jedi, mais du côté sombre, là, eux autres aussi, ils vont l'utiliser, l'IA. Oui. Est-ce que c'est pas une bataille sans fin? Du côté de la criminologie, mettons, de la criminalité, vraiment, ce que moi, j'observe au niveau de la recherche puis au niveau de l'expérience, là, de qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, les criminels l'utilisent comme un outil, comme nous, on l'utilise comme un outil, mais ça représente pas pour moi une menace qui est déjà en place que le fait que l'IA soit là pour les criminels. Parce que il y en a qui étaient bons, puis là, qui savent comment utiliser ça, et là, qui sont encore meilleurs, mais quelqu'un qui sait pas l'utiliser ou qui était pas bon avant est pas meilleur maintenant à cause que l'IA est là. Il faut que tu saches l'utiliser. Donc, moi, je vois pas de problème en ce moment, mais c'est définitivement un problème imminent. Fait que c'est bien qu'on en parle, c'est bien qu'on y pense puis qu'on se protège un petit peu à l'avance. Mais pour l'instant, ça n'est pas un. Et pas plus tard qu'hier, j'écoutais une conversation autour d'une table de gens qui sont responsables de la cybersécurité de leur entreprise. C'est ceux qui ont le titre là, de responsable de la sécurité. Puis, quand on parlait de l'IA, eux, leur préoccupation ils ont mentionné les menaces par rapport aux criminels qui utilisent l'IA. Là. Pas du tout. Là. Eux, leurs concerns à propos de l'IA, c'était bien... les failles, les vulnérabilités dans l'IA. C'était comment est-ce qu'on va protéger nos données privées. C'est ça, la protection des données. C'était bien plus à ce niveau-là que les criminels qui vont l'utiliser. Par contre, ce que ça peut faire, par exemple, nous... Ça change un petit peu ce qu'on disait aux gens de comment se protéger. Parce que, par exemple, avant, pour un courriel d'hameçonnage, par exemple, on leur disait « Ah, regardez, souvent, il y a des fautes, c'est mal écrit, les fraudeurs sont poches avec ça, tu sais. Puis regardez comme que le design, c'est vraiment le même que votre banque, parce que là, c'est bon. » C'est les conseils qu'on donnait aux gens. Et là, ces conseils-là sont comme plus bons à cause de l'IA, parce que l'IA va être capable de générer le courriel bien mieux, avec le même design, pas de faute, que ça a l'air vraiment plus légitime. Donc là, on commence à voir là, ces problèmes-là. En fait, c'est un problème pour nous, parce qu'on ne sait plus quel conseil donner. Faut adapter nos conseils pour reconnaître ces courriels-là. Donc, ça change un peu, mais c'est pas si flagrant que ça, finalement. Ce que je disais tantôt, tu sais, comme par exemple, en entreprise, on peut utiliser l'IA pour atteindre notre objectif de façon plus rapide ou de façon plus précise ou avec moins de ressources, mais les hackers peuvent faire la même chose. Ce qui est différent, c'est l'objectif, finalement. L'objectif, pour nous, c'est de protéger. Leur objectif à eux, c'est de causer préjudice, d'avoir accès à des données, faire de l'argent, etc. Donc vraiment, c'est une technologie qui peut être utilisée autant pour le bien que pour le mal. C'est vraiment l'objectif qui est différent, en fait. On est très nombreux sur Terre et on a tous un téléphone, on a tous notre vie privée sur le téléphone. C'est plus facile aujourd'hui pour un criminel, un cybercriminel, d'aller envoyer des techniques d'hameçonnage auprès de millions de personnes et d'avoir, si ça se trouve, 10% de ces personnes-là qui ont répondu au mail, ont ouvert une pièce jointe qui était avec un virus ou peu importe, que d'aller cibler une grosse entreprise, parce que ça va être beaucoup plus difficile d'aller cibler l'entreprise, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais en termes d'argent récupéré, de temps-argent, finalement, le plus commun dans les attaques, c'est ce qui concerne monsieur et madame tout le monde, non?
Ça dépend. Fait que ça dépend du type d'attaque. Fait que là, pour la petite fraude, là, les petits peddlers qui essaient de frauder monsieur, madame, tout le monde, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Ils vont pitcher leur courriel puis espérer que quelqu'un réponde. Puis effectivement, ça fonctionne encore. Donc, c'est payant pour eux à leur niveau de criminalité. Par contre, mettons l'évolution de ce qu'on voit dans le rançongiciel, par exemple, c'est qu'avant, ils ciblait les particuliers, puis les rançons étaient de 300$ pour récupérer tes photos que tu avais sur ton ordinateur. Bon, mais là, de toute façon, on voit presque plus ça et c'est rendu vraiment plus ciblé vers les entreprises parce que là, le jeu, il en vaut la chandelle parce que c'est des millions de dollars qu'ils vont avoir avec leur attaque. Donc, on l'a vu l'évolution pour le rançongiciel, donc ça dépend juste de quel type de criminalité dont on parle. Effort-bénéfice. Ouais. Dans le passé, là, il y avait Tesla qui veut avoir une voiture autonome. Et puis, rapidement, on s'est tourné vers quelles sont les opportunités avec la vision numérique, quelles sont les menaces. Puis, on a vu apparaître j'ai vu des stickers, j'ai vu des chandails qui, essentiellement, avaient appliqué un motif visuel qui veut rien dire pour vous et moi, mais que pour un modèle, va venir fausser la décision qu'il prendrait. Donc, il dirait, ça, c'est un T-shirt, mais avec ce motif-là, soudainement, c'est une fleur. Ça, ce stop-là, c'est un stop arrêt, mais avec un sticker, soudainement, c'est un accélère. Donc, ça, on a vu qu'il y avait des menaces. Est-ce que vous êtes exposé à ça? Ou est-ce que vous avez des gens qui vous approchent pour ce genre de défi-là? Pas encore de mon côté, mais l'exemple du T-shirt que tu donnais, c'est pour éviter la reconnaissance faciale. Donc, s'il y a un algorithme, une caméra qui est capable de reconnaître ton visage, en portant ce T-shirt-là, tu viens de complètement éliminer la possibilité de l'algorithme de reconnaître ton visage. Donc, c'est une façon de se défendre contre un système d'identification, en fait. Là. Wow. Mais ça peut être utilisé justement pour d'autres fins, mais c'était ça. C'est un bouclier. Oui, mais ce principe-là, oui, en IA, il peut être utilisé pour faire des attaques. Donc, en faisant ça, le comportement de l'algorithme va être changé. Comment il va être changé? Donc, là, ça peut avoir un impact négatif, potentiellement, ouais. Puis du côté humain, malicieux, comment est-ce que tu approcherais cette question-là? Donc, pas nécessairement de l'IA, je te demande pas à me parler des modèles d'IA, mais des nouvelles technologies. Ouais. Ça se propage comment dans le système réseau criminel, disons? Fait que pour l'instant, je vais vous dire que c'est anecdotique encore. Donc, on connaît les vulnérabilités, on sait qu'il y en a. Puis là, tu les as nommés. Le stop, ça peut vraiment être dangereux. À place de stopper, il va continuer. Bon, tout ça. Donc, ça, on les connaît, puis on sait qu'ils existent, mais ils n'ont pas été exploités par des organisations criminelles parce qu'il n'y a pas vraiment d'argent lié. Il faut tout le temps une motivation là, pour direct. Puis là, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'information nécessairement à voler. Donc, c'est pas exploité pour les criminels en ce moment. C'est exploité par les gentils hackers qui essaient de voir c'est quoi les vulnérabilités parce qu'eux, ils trippent à les trouver puis à les partager. Donc ça, on le voit. Fait que là, effectivement, mettons dans les conférences de hackers, ben là, il y a même des compagnies de voitures qui vont mettre leur auto puis ils disent testez-moi ça, là, genre, essayez de... Break it. Ouais, exactement. Ouais. Puis comme ça, eux, ça leur permet de pouvoir les corriger, justement, avant. Fait qu'il y a plein d'initiatives comme ça qui se font, mais c'est beaucoup plus pour la sécurité de la personne. Fait que là, il faudrait vraiment un acteur malicieux qui veut que la personne meure, tu sais, comme... Tu sais, puis ça... On n'en voit vraiment pas beaucoup, là. Tu sais, c'est souvent pas la motivation qu'on voit. On voit vraiment plus de motivation financière ou vol de données. Fait que c'est anecdotique pour le moment, mais c'est important d'y penser parce que c'est quand même la sécurité physique, là. Puis pour pas qu'il arrive d'erreur non plus. Est-ce que dans la partie recherche, vous devez être un petit peu visionnaire de ces choses-là? De se dire, aujourd'hui, ça va, mais vous allez devoir anticiper les choses qui pourraient être faites après avec et par l'IA, par exemple. Est-ce que c'est un sujet qui est en cours d'études ou qui s'en vient pas tout de suite, il y a encore quelques années avant qu'il y ait ces problèmes-là? Oui, oui, en ce moment, les études vont s'orienter sur c'est quoi la menace, mais là, on dirait que tout le monde essaie de deviner ça va être quoi, mais c'est pas très concret. Mais, tu sais, moi, par exemple, j'en ai un projet de recherche sur les véhicules. Tu sais, comment est-ce qu'ils sont exploités avec les gadgets de cybersécurité. Et donc, il y a des projets de recherche, mais ça va prendre du temps encore. Et
c'est pas une grosse vague, mettons, là. Comme c'est pas une campagne. Non, c'est pas une campagne, exactement. Ouais. Pas pour l'instant, mais ça va venir, c'est certain. Mais je pense que souvent, malheureusement, en recherche, il faut comme avoir un gros problème, puis après ça, l'étudier. Là, fait qu'on attend le problème. Puis je trouve ça intéressant. Tu sais, tu disais anecdote très souvent, puis moi, je trouve que c'est un problème en cybersécurité. On a très peu de statistiques, je trouve, en cybersécurité. Donc, c'est difficile de s'orienter en termes de problématiques parfois ou d'efforts, même au niveau des vulnérabilités, entre autres. Parce que si c'est un near miss, les gens vont pas en parler. Ils vont mettre ça en dessous du tapis. Oui, puis il y a des données auxquelles on n'a pas accès parce que les incidents sont pas nécessairement déclarés. On n'a pas d'informations sur les incidents pour bâtir des statistiques solides. Donc oui, il y a très, très peu de statistiques en cybersécurité. Les gens vont écouter notre podcast. Ils s'intéressent à l'intelligence artificielle. Ils vont être... leur curiosité va être piquée par rapport à la cybersécurité ou peut-être l'inverse. Quel serait peut-être un truc que vous leur recommanderiez par rapport à une chose qu'ils peuvent mettre en pratique dans leur vie ou dans leur entreprise? Je dirais de prendre la peine de s'informer le plus possible, essayer d'être autodidacte, de s'informer, de comprendre comment on peut se protéger, c'est quoi le genre de comportement qu'on devrait adopter pour bien se protéger. Quand on a un nouvel outil, par exemple, ou une nouvelle technologie qu'on la comprend pas très bien, donc on n'est pas nécessairement conscient des risques qu'on pourrait courir, donc de faire l'effort de s'informer puis d'essayer de trouver des sources qui sont quand même reconnues là, pour s'informer. Donc ça, je pense que c'est vraiment la base, comme je disais tantôt. L'éducation, c'est encore la meilleure défense, selon moi. Ouais. Si j'ai un conseil à choisir parmi tous les conseils de cybersécurité, ce serait de rester vigilant. C'est comme plate comme conseil, mais c'est, tu sais, là, les informations, parce que ça concerne tellement tout, hein, la désinformation, qu'on voit vraiment beaucoup, les attaques possibles sur vos appareils et tout ça. Donc, juste rester vigilant, réfléchir, voir quand on voit une information, ça fait du sens que ça soit là ou que ce que ça dit, est-ce que ça fait du sens? Donc, se poser des questions, garder l'esprit critique, là, ça va être mon meilleur conseil de cybersécurité. Merci beaucoup d'être venus tous les deux aujourd'hui, de nous avoir partagé votre expérience, votre savoir très inspirant sur la cybersécurité. Pour vous qui nous écoutez à la maison, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn ou alors via notre site internet explore.ai pour rester informé des prochains épisodes qui sortiront. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.